Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Brigitte, du mariage à aujourd'hui comme le temps passe. Gabriel Attal, la noyade. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, je voulais remercier, vous le savez, tous ceux qui me permettent de me consacrer à cette réinformation en me finançant à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur Philippe Baconnet et Béatrice V, merci à eux du fond du cœur. Et je tenais aussi à vous remercier pour tous les pouces levés, les gentils messages et la diffusion sur d'autres réseaux sociaux. On ne lâche rien. Et pourtant, la période est si difficile. Allez, on va un peu, comment dirais-je, prendre du recul et nous allons en 74 pour le mariage, vous savez, de Brigitte Trogneux et de monsieur André Ozière. Alors, ce qui est fabuleux, c'est qu'aujourd'hui, avec les ordinateurs, on peut colorier des photos d'autrefois. Voilà les jeunes mariés et puis un peu plus grands, cela donne ce genre de choses. Et puis si on utilise l'intelligence artificielle, si on utilise certains procédés, eh bien voilà la jolie Brigitte le jour de son mariage en 1974. Et le temps va passer, va faire son ouvrage. Vous savez que le temps change les êtres et les choses. Et Brigitte Macron va devenir professeure de français. Nous la voyons ici à la Providence, quelque temps avant de rencontrer un jeune élève très doué qui deviendra président de la République. Le temps a fait son œuvre, la jeune mariée est à peine reconnaissable 10 ans plus tard. Mais que voulez-vous, les femmes sont coquettes, parfois elles font de la chirurgie esthétique. La lèvre par exemple n'est plus à la même place, ce n'est plus tout à fait le même nez et le regard n'est plus tout à fait le même. Mais c'est ainsi. C'est le temps qui change les êtres et les choses. Et puis, de toute façon, cela ne nous regarde pas. Voilà Brigitte Macron, elle a la lèvre qui est tombée de plus en plus. C'est certainement un abus. On lui dit, c'est ça la coquetterie. On fera peut-être une remarque sur sa coquetterie. Un abus de chirurgie esthétique parce qu'entre la jeune mariée et la dame d'un certain âge, il n'y a plus du tout de point de comparaison. Quant aux oreilles, elles ne sont même pas les mêmes. Que voulez-vous ? Allez, nous allons maintenant aborder le point Gabriel Attal. J'ai parlé en effet de noyade. Suite à l'affaire de Nicolas, Gabriel Attal souhaite une procédure disciplinaire pour l'ancienne rectrice de Versailles. C'est une idée géniale. Un petit détail près que le communicant qui a soufflé cette idée à Gabriel Attal aurait dû lui dire « Comment engager une procédure disciplinaire contre quelqu'un qui n'est plus en poste ?» Une énigme aussi insondable que de retrouver l'éthique, la morale et la décence chez un macroniste. Et puis, il y a une surcommunication de Gabriel Attal. Alors on sait qu'il veut être sur la rampe de le lancement pour devenir président de la République, mais souvent, quand un ministre de l'Éducation communique, c'est qu'il y a de très mauvaises nouvelles. Qu'est-ce qu'il essaie de nous cacher ? Peut-être cette nouvelle qui s'étale dans le Figaro. Mathématiques, de l'école à la fac, le niveau alarmant des élèves français, méthode inefficace, professeurs mal formés. Les lacunes accumulées dès le plus jeune âge ont d'inquiétantes répercussions dans le supérieur. Alors, nous avons maintenant de l'intelligence artificielle, nous avons des études extrêmement poussée, nous avons la technologie qui est à notre disposition. Quel est le meilleur moyen pour que les élèves deviennent bons en mathématiques ? Eh bien, d'après toutes les études, mais attention, c'est révolutionnaire ce que je vais dire, il faut faire ses devoirs, apprendre ses leçons et écouter le professeur. Oui, c'est assez étonnant, mais je crois que c'est la meilleure méthode, et d'ailleurs, c'est ce qui fonctionne à Singapour. Et puis, il y a autre chose, notre ministre de l'Éducation nationale devrait regarder ce qui s'est passé dans le métro. Il n'y en a pas un que j'ai pas envie de tabasser. Ça mérite un attentat, multitude de messages de haine après la diffusion d'une vidéo mettant en avant des jeunes choristes dans le métro parisien. Face à ce déferlement de haine, parce que de jeunes garçons chantaient Douce France dans le métro, qu'ils nous ont en quelque sorte renvoyés dans notre passé, eh bien cela a suscité de la haine sur les réseaux sociaux. Mais n'oubliez pas que Gabriel Attal a la solution, il va ouvrir une plateforme, il va tout résoudre. Oui, ce ministre de l'Éducation nationale est peut-être pire que le précédent parce que à l'incompétence, il ajoute le ridicule. Nous allons maintenant ouvrir la page Garrido. Eh bien, Garrido
a pris 4 mois de la France insoumise. Verdict de la CPI, la Cour pénale insoumise. 4 mois. 4 mois, cela vous dit quelque chose? C'est comme Adrien Quatennens. Pendant 4 mois, je n'ai plus le droit de représenter mon groupe parlementaire en tant qu'oratrice dans les discussions générales en commission des lois. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Garrido? Elle a critiqué le Duce de la France insoumise, Mélenchon. Et oui, lorsque vous êtes à la France insoumise et que vous critiquez Mélenchon ou Kirikou, la sorcière, eh bien, vous êtes puni obligatoirement. Le parti est au bord de la crise de nerfs, vous avez les pour, vous avez les contre, et vous avez Mandarine Autain ou Clémentine Autain qui prend la défense de Garrido. On ne règle pas des divergences politiques par des sanctions bureaucratiques. La députée de la France insoumise, Clémentine Autain, se dit atterrée par la mise en retrait pour 4 mois de Raquel Garrido du groupe parlementaire. Alors, on va essayer de bien comprendre ce qui se trame au sein de la France insoumise. J'ai souvent expliqué que la France insoumise avait changé de doctrine et qu'ils allaient vers quelque chose de plus compatible avec l'Europe. C'est exactement ce que nous explique un ancien lieutenant de Mélenchon, Kuzmanovic. La réalité, c'est que la France insoumise n'est pas un parti politique démocratique. Son organisation est calquée sur le groupuscule trotskiste de Pierre Boussel, alias Lambert. La France insoumise aujourd'hui a toutes les caractéristiques du lambertisme. Fonctionnement sectaire et paranoïaque, dévotion absolue au chef et à sa compagne, violence dans les rapports, pratique régulière des exclusions. Le parti se renforce en s'épurant, disait Lénine. Passion pour les excommunications publiques, si possible cruelles, pour casser les individualités. Procès interne kafkaïen, haine profonde du PCF, instrumentalisation des jeunes recrues, délire messianique révolutionnaire et en même temps petit calcul électoraliste digne des petits bourgeois. Il faut bien manger. Changement de paradigme politique comme de chemise en fonction de la direction du vent. La France insoumise est passée de la défense des principes républicains et de la laïcité et de la critique radicale de l'Union européenne à la défense de l'islam politique, l'attaque des principes républicains et la compromission avec une Union européenne a changé de l'intérieur. Le programme est secondaire, les militants sont des mouchoirs jetables, l'avenir du pays est sans intérêt, seul compte le maintien du chef sur son trône. Pour ceux qui l'auraient oublié, Kuzmanovic a donc été viré de la France insoumise parce qu'il représentait le souverainisme, le Frexit dans la France insoumise. Il a été remplacé donc par la ligne Bompard et il y a eu toute une série d'exclusions donc des républicains de ce parti. Alors, ce qui est très important dans le texte de Kuzmanovic, c'est le mot Lambert. Qui est ce Pierre Lambert ? Vous ne le connaissez pas forcément, c'était celui qui a dirigé notamment les trotskistes internationaux. Le voilà, Pierre Lambert. Et le trotskisme, qu'est-ce que c'est en France ? Eh bien, le trotskisme a été plus ou moins financé par qui ? Comme je vous le disais hier, par la CIA. La création du syndicat Force ouvrière, une scission de la CGT stalinienne en 1947, doit beaucoup aux effets d'un envoyé très spécial à Paris, l'agent de la CIA, Irving Brown. C'est sans doute en 1950 que Pierre Lambert, Pierre Boussel alias Pierre Lambert, rejoint Force ouvrière où il retrouve l'un de ses plus vieux compères, Alexandre Hébert. Ils vont y jouer un rôle considérable jusqu'à diriger de fait l'un des plus grands syndicats français. Oui, quel talent! Et oui, s'extasie le journaliste du Monde, qui travaille lui aussi pour la doctrine atlantiste. Ce n'est pas un secret, ce n'est pas une théorie du complot, cela s'étale dans tous les bons livres d'histoire. Les trotskistes ont été en quelque sorte manipulés par la CIA pour faire de l'ombre à la CGT qui, elle, était sous le contrôle de Moscou. Voilà. Et c'est pour cette raison que tous les gauchistes dans les années 60 étaient plus ou moins liés à la sphère atlantiste, comme notre Danny national, Danny Cohn-Bendit. Allez, sans transition, nous allons parler de Sound of Freedom. Ah, remarquez qu'il y a peut-être une transition entre Danny et le film Sound of Freedom. Je vous laisse deviner laquelle. Le journal L'Aberration n'apprécie pas du tout le film et la critique est d'une virulence bien étonnante. Le film complotiste, allez, on en voit. Sound of Freedom sort en France. Un navet dont l'acteur principal propage la thèse d'élites mondiales qui boivent du sang d'enfants. Le journaliste oublie de dire que le film est basé sur de véritables faits et Philippe Béchade
Remet les pendules à l'heure, une quintessence de mauvaise foi mensongère de la part d'un salarié, en aucun cas journaliste, de l'Aberration. Il n'a à l'évidence pas vu le film, mais étale sa panique hystérique de voir dénoncer les réseaux pédophiles. Sa critique en dit bien plus long sur lui que sur le contenu. On se rappelle que l'Aberration est un journal qui voulait dépénaliser ce genre de choses. Est-ce étonnant de voir un journaliste critiquer Sound of Freedom ? Vous voyez ce que je veux dire. Quant à ceux qui l'ont vraiment vu, hier il y avait une avant-première à Paris comme Mike, excellentissime film qui est Sound of Freedom. J'invite les gens à aller le voir. Je demande pourquoi ce film a été insulté par les médias mainstream alors qu'il s'agit d'un film qui traite de l'histoire vraie d'un policier qui arrête des criminels. Il faut savoir que le film hier a été ovationné lors de la première par tout le public. J'ai l'impression que le journal que je suis en train de faire a un fil directeur, les psychoses, les angoisses de ce gouvernement. Après Gabriel Attal en noyade à l'éducation nationale, après Bibi, après Sound of Freedom, voilà que je sors la carte du professeur Raoult. Et encore une nouvelle bien étonnante, une nouvelle étude de Didier Raoult fermement condamnée par le gouvernement. C'est dans quel type de pays où des hommes politiques condamnent des scientifiques pour des études ? Mais quelles sont les compétences en la matière ? J'ai l'impression aucune. On marche véritablement sur la tête, on vit dans un monde de fous. Didier Raoult, McCulloch et l'UHU sortent une nouvelle étude scientifique dans une revue médicale sur les 30 000 patients soignés à l'UHU et du bénéfice avéré de recevoir ces soins. Le gouvernement menace et saisit la justice. Manifestement, ils ont un inconscient quelque part. Il est fondamental de soutenir à fond, évidemment, les travaux du professeur Raoult. Et je voudrais ajouter à cette affaire mon petit grain de sel. On parle souvent donc de la HCQ et du plaquenine, mais il y a un médicament dont on parle peu et qui est pourtant très efficace pour lutter contre les surinfections, ce sont les antibiotiques. Il ne faut pas oublier que ce gouvernement a empêché tous les soins, et notamment les médicaments de surinfection. On aimerait avoir une enquête à ce sujet. Et puis on se rappelle qu'en mars, j'avais expliqué qu'il y avait eu une campagne, une barbouzerie contre le professeur Raoult, orchestrée par Molimar et Patrick Cohen. Je vous renvoie à ce numéro de l'époque. Et Le Parisien titrait à ce moment « Essai clinique présumé sauvage de Didier Raoult, il y a 30 000 plaintes potentielles. 16 sociétés savantes ont fustigé le plus grand essai thérapeutique sauvage connu. La présidente de la nouvelle association des victimes d'essais médicaux non autorisés dit vouloir remplacer le patient au cœur du débat. » Nous avions montré en effet que cette officine avait été créée de toutes pièces. C'est d'ailleurs ce que nous rapporte Idriss. Je sais que le Parisien est une source intarissable de désinformation, mais là, quand même, ils se seront dépassés, j'ai presque envie de dire surpassés. Dans la vraie vie, pas dans le médiavers toxique de cette marque du groupe LVMH, 5 mois plus tard, zéro plainte. Les Télétoubib avaient critiqué Raoult pour ne pas avoir fait de double aveugle, or là, justement, c'eût été un essai sauvage. L'association citée était une coquille vide à la présidente ultra controversée, c'est ce que j'avais montré à l'époque. Les chiffres de l'IHU vérifié par l'huissier démontre que c'est l'hôpital d'Europe où les patients Covid auront eu le moins de risques de mourir. Pour clore ce dossier Raoult, en tout cas pour aujourd'hui, il ne faut pas oublier que de très nombreuses personnalités se sont fait soigner à l'UHU, des hommes politiques, Estrosi, Valérie Boyer, la mère de Renaud Muselier, et une certaine personne de l'entourage présidentiel. Et que dire des journalistes qui sont allés se faire soigner à l'UHU, qui ensuite sont allés cracher sur le professeur Raoult. C'est ce qu'on appelle le bal des hypocrites. Et je voudrais aussi rendre hommage à ceux qui nous ont avertis des effets secondaires, le docteur Amin Humlil. Eh bien, parce qu'il nous a dit la vérité, il écope d'une suspension de 3 ans avec 1 an de sursis, une décision politique, alors qu'il n'a fait que son métier. C'est lui qui avait témoigné notamment lors de la commission sénatoriale. Vous imaginez le pays dans lequel on vit ? Ceux qui disent la vérité sont intimidés, sont poursuivis. Tandis que ceux qui ont menti comme des arracheurs de dents, eh bien, vous les voyez encore sur les plateaux de télévision. Je fais référence à l'ineffable docteur Jérôme Marty, qui, au moment où le docteur Humlin et d'autres expliquaient les effets secondaires, eh bien, lui, il les traitait de désinformateurs et il voulait les coller
en tôle. Et c'est ce même docteur Marty, vous le savez, qui a professé un nombre incalculable de mensonges, de propagande au service de qui, vous le savez. Et il veut mettre les désinformateurs en prison, mais si on mettait les désinformateurs en prison, il serait le premier à être dans une cellule. Allez, juste en petit souvenir, c'est quand même ce docteur qui se prétend scientifique qui nous a expliqué qu'en vaccinant des millions d'individus, on avait des millions d'années de recul. Il confond l'espace-temps avec le nombre de patients vaccinés. Ouais, affligeant. Pendant ce temps-là, à l'Assemblée nationale, nous en sommes allés au 16e 49.3. Oui, Elisabeth Borne veut faire un 16e 49.3, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune démocratie en France. Normalement, le Conseil constitutionnel devrait censurer ce gouvernement parce qu'il ne respecte pas la Constitution. Il suffit de se référer au père de la Constitution, Michel Debré, qui avait expliqué que le 49.3 avait un usage particulier, essentiellement lorsqu'on avait la majorité, pour empêcher l'obstruction parlementaire. Là, c'est parce qu'ils n'ont pas la majorité. C'est un détournement de notre Constitution. La France insoumise va déposer une motion de censure qui ne sera pas votée ni par les LR, ni par le Rassemblement national, les fameux complices, en tout cas les LR, d'Emmanuel Macron. Voilà dans le monde dans lequel nous vivons. Allez, on va terminer par une dernière image. Allez, je ne peux pas m'en empêcher. Mais quelle métamorphose! On ne la reconnaît pas. Allez, si vous avez aimé ce journal, n'hésitez pas à le soutenir, à le diffuser. En ce moment, c'est très difficile pour les journalistes de la réinformation. À bientôt, au revoir.